statistiques sur, n'est-ce pas, des actifs. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Et comment est-ce qu'on peut générer des revenus avec de la crypto-monnaie? Donc, d'abord, on va essayer de définir le plus simplement possible ce qu'on entend par actif et ce qu'on entend par passif. D'abord, un actif, n'est-ce pas, répond à simplement quelque chose qui permet de mettre de l'argent dans votre poche. Alors, vulgairement, dans votre porte-monnaie. Donc, ça, c'est la définition à l'échelle d'un individu. Parce que si je ne veux pas définir à l'échelle d'une entreprise, définir comme ça, je pense à mon humble avis que c'est la plus simple façon de comprendre. Donc, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Le passif, par contre, c'est celui qui met de l'argent hors de votre poche, en fait, qui retire de l'argent de votre poche, de votre portefeuille. Et pour illustrer en fait ces deux définitions, il faut prendre des exemples que nous avons autour de nous. Je vais commencer par un passif. Quand vous avez un véhicule, oui, vous le conduisez, il vous permet de vous déplacer d'un point à l'autre, il vous facilite vraiment la vie. Mais un tel véhicule a besoin d'un entretien, il a besoin d'un carburant, il a besoin d'une maintenance constante des différentes pannes qui pourraient arriver, de la vidange. Votre véhicule a besoin d'un entretien, de l'assurance que vous devez payer en temps et en heure de façon annuelle. Donc, ça met de l'argent en fait hors de votre poche, en dehors de votre poche, en dehors de votre portefeuille. Vous avez aussi les résidences principales. Dans la maison dans laquelle, par exemple, vous avez construit une maison pour habiter. Vous y êtes. Pour vous, peut-être c'est un actif, mais en réalité, c'est un passif. Certes, on peut le transformer en actif, mais c'est à la base un passif. Pourquoi? Pour y vivre, vous devez payer des factures d'électricité, vous devez payer des factures d'eau. Vous devez rénover certaines parties de la maison qui demandent à être rénovées. Vous devez refaire la peinture. Vous devez payer la taxe foncière. Pour certains pays, il y en a. Vous devez être capable de payer d'autres charges, peut-être qu'ils ne reviennent pas à l'esprit, pour entretenir cette maison. Et même les petites dépenses quotidiennes qu'on prend pour rien, c'est-à-dire le restaurant, manger au bénétariat, au restaurant du coin, c'est aussi des passifs. Bon, mais bien sûr, on ne va pas dire qu'on ne doit plus se faire plaisir, mais ceci participe aussi à ce qu'on appelle des passifs. Mais par contre, les actifs, on les retrouve comme toute chose, n'est-ce pas, qui permet de mettre de l'argent dans votre poche. Je vais prendre un exemple. La voiture, en même temps qu'il y a un passif, peut devenir un actif. Si vous décidez plutôt de louer votre voiture pour des commissions, des personnes qui ont des transactions à faire les week-ends, ou alors vous louez à des personnes qui viennent dans la ville et ne connaissent pas, n'ont pas vu justement le transport privé. Vous pouvez louer votre voiture. En ce moment, vous la transformez en actif parce qu'elle va mettre de l'argent dans votre poche. Vous pouvez mettre cette voiture à la contribution d'un chauffeur qui fait peut-être une ligne particulière, je sais pas, peut-être à Lomé, au Burkina Faso, en fait à Ouagadougou, qui fait du taxi et vous ramène, n'est-ce pas, des dividendes chaque soir. Ça, c'est un actif. Même la maison locative, donc ça c'est différent de la résidence privée, peut être considéré comme un actif. Dans la plupart du temps, il est plutôt conseillé, lorsque vous mettez des revenus, vous avez un immeuble locatif, de rembourser peut-être le prêt que vous avez contracté, n'est-ce pas, pour la construction de cet immeuble-là, avec les locations que vous retenez ou vous recevez mensuellement. Donc là, vous le transformez complètement en actif. Donc, il va s'en dire, il y a d'autres exemples. L'exemple que nous connaissons tous, ce sont les actions. Donc, les actions aussi, elles ont un fort potentiel d'actifs, n'est-ce pas? Les actions à Tesla de Elon Musk, que tout le monde connaît très bien. Et ils prennent la valeur du jour au lendemain. Mais en même temps, ça peut perdre de la valeur. Mais toujours est-il qu'on peut le considérer comme un actif parce qu'au départ, c'est un investissement. Et il est considéré comme un actif au départ. Même s'il peut perdre de la valeur plus tard, il se transforme en passif après, mais c'est d'abord un actif à la base. Donc, voilà les différents exemples qu'on peut voir autour de nous.
Quand nous définissons en fait actif et passif, c'est pour que vous puissiez de vous-même prendre un exemple autour de vous et voir au quotidien ce que vous considérez comme un actif et un passif autour de vous. C'est-à-dire que vous avez des activités que vous menez, il y a des activités que vous menez, vous achetez à manger, vous achetez des habits, certains contrats, même des dettes pour acheter des téléviseurs, ça ce sont des actifs. Ceci nous ramène en fait à ce qu'on appelle la dette. Vous pouvez emprunter de l'argent, c'est vrai, pour investir. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez investi en achetant des habits ou de la télévision. La télévision est clairement un passif. Vous devez consommer de l'énergie électrique pour pouvoir regarder la télévision chaque soir. Vous devez être capable de... Vous devez porter vos habits peut-être juste pour sortir. Ça ne vous génère pas de l'argent en fait. Mais à ce niveau-là, on considère cette dette-là comme des dettes qui conduisent à du passif. Mais il y a aussi les dettes qui conduisent à des actifs. Par exemple, vous pouvez faire un emprunt pour lancer un business. Bien sûr, un business, tous les business ne vous rendent pas riche tout de suite, mais prennent du temps. Et pour ce faire, vous pouvez, a priori, construire votre business, y apporter de la valeur en vous formant, en entreprenant, pour transformer dans cet investissement-là, cette dette-là que vous avez contractée en actif, en faisant grandir votre business. Quand je parle de business, c'est un exemple. Vous décidez de vendre les fruits. Vous savez où trouver des fruits. Ça peut être des avocats, ça peut être des arachides. Vous les trouvez, vous les vendez. Vous contractez la dette pour avoir le capital au départ. Et au fur et à mesure, vous développez votre business en fait. Là, on parle d'actifs. Donc, je pense qu'il y a des exemples à foison autour de vous. Mais je dis bien qu'il est important dans un départ, de lister qu'est-ce qui sont les actifs autour de vous, les passifs. Et réduire le passif autant que possible. Parce que c'est avec les petits revenus que vous avez, que vous pouvez mettre de côté, que vous pouvez maintenant créer des actifs. Maintenant, quand on revient donc à ce qui concerne la crypto-monnaie, comment est-ce que la crypto-monnaie peut donc nous permettre de générer ces revenus, cette plus-value que nous tous nous recherchons? Je crois que à la base, quand même, nous tous ici, nous avons une petite définition de la crypto-monnaie. Certains l'appellent l'or numérique. Certains l'appellent l'actif numérique. Certains l'appellent simplement une monnaie digitale qui met des vertus de transactions de personne à personne en réduisant au maximum les intermédiaires. Bien sûr, on a donc des centaines de crypto-monnaies, des centaines de milliers en temps, je veux dire des milliers de crypto-monnaies. Pour la petite histoire, vous savez très bien que si vous vous rendez juste sur CoinMarketCap, vous allez retrouver une centaine de crypto-monnaies, ou alors je veux dire des milliers de crypto-monnaies listées. Et toutes les 30 secondes ou toutes les 3 minutes, on a une nouvelle crypto-monnaie. Bien, il faut déjà donc comprendre que en achetant une crypto-monnaie, c'est une forme d'investissement que vous faites en fait. Donc à la base, la crypto-monnaie est un actif. Mais il se pose un problème. Les gens qui arrivent, n'est-ce pas, sans formation au départ, achètent la crypto-monnaie et se disent bon que non, ils ont suivi juste que ça prend de la valeur de ce qu'on achète. Ça, ce sont des idées préconçues. Avant d'y entrer, il faut bien se former. D'où l'importance, je rappelle la formation d'Elvis qu'il a lancée et qui aura lieu, n'est-ce pas, en juin. Même la formation constitue un actif en fait. Parce que quand vous vous formez, vous apprenez quelque chose de plus qui vous permet en fait bien utiliser, bien canaliser à votre niveau, vous permet de générer des revenus. Donc, il est important de se former, de lire, d'apprendre, de se cultiver. Parce que même si vous pensez qu'il est facile d'aller déposer votre argent dans les systèmes d'investissement et attendre que les revenus soient générés, vous aurez besoin toujours de suivre les actualités dans l'écosystème où vous avez investi pour comprendre davantage comment il fonctionne et comment vous devez réagir aux nouvelles et aux tendances du marché. Donc, pour revenir dans la crypto-monnaie, qui est un actif, on se pose la question comment on peut générer donc ces revenus. Comme je vous ai dit, la première étape, vous devez d'abord comprendre dans quelle crypto-monnaie et pourquoi vous y investissez. Quels sont les fondamentaux de ces crypto-monnaies-là? Quand je parle des fondamentaux, quel est le problème que cette crypto-là essaie de résoudre dans l'écosystème crypto-monnaie? Quelle est la blockchain qui est attachée? Est-ce qu'il y a une équipe solide derrière?
Est-ce qu'ils ont une roadmap? Est-ce qu'ils ont un livre blanc? Est-ce qu'ils ont établi une feuille de route, comme je l'ai dit, une roadmap? Est-ce qu'il y a une communauté forte déjà derrière si c'est tout récemment qu'elle s'est lancée? Est-ce qu'ils ont des partenaires qui sont prêts à financer? Est-ce qu'ils ont une équipe expérimentée? Est-ce que là, ils ont des concurrents dans ce domaine-là? Donc, en exemple, on retrouve tellement de crypto-monnaies aujourd'hui, bien sûr. Vous avez des projets très intéressants qui se proposent d'apporter des solutions réelles à des problèmes réels. C'est déjà ça qu'il faut savoir. Donc, quand vous avez donc acheté ces crypto-monnaies-là, après avoir fait l'étude et que vous vous sentez ceci valide vos fondamentaux, vous devez trouver le moyen maintenant d'entrer dans le marché. On ne va pas juste écouter dans le forum, par exemple, ce matin que oui, il y a un crypto-monnaie qui a fait x2 ou x3 et on va l'acheter comme ça. Une fois qu'on a étudié les fondamentaux, il faut choisir un point d'entrée dans cette crypto-monnaie-là. Le point d'entrée veut dire buy de dip peut-être, mais toujours analyser même la courbe graphique de cette crypto-là sur 24 heures ou sur 7 jours pour voir quel était son prix le plus bas. Est-ce qu'elle a bien performé les deux dernières heures? Quand vous avez fait cette petite étude, la partie de minimum, vous vérifiez donc l'état du marché, l'état de la crypto sur les marchés. Et maintenant, vous vous lancez, vous avez choisi votre plateforme, vous avez choisi comment est-ce que vous allez l'acheter. Vous passez votre ordre en fait. Parce que vous pouvez passer un ordre sur les plateformes comme Binance. Même après 1 mois, 2 mois ou 3 mois, elle sera toujours là. Vous fixez votre prix auquel vous aimeriez acheter cette crypto-monnaie-là. Et une fois que c'est fait, et même si vous ne voulez pas le faire pour vous, l'acheter au prix du marché, tant que vous estimez que c'est le bon moment et que vous avez préparé votre stratégie d'entrée. Une fois que c'est fait, donc maintenant, vous avez votre crypto-monnaie dans votre portefeuille. Vous pouvez maintenant le prendre comme un article, comme je l'ai dit au départ. Et maintenant, suivre l'actualité de cette crypto-monnaie-là. Est-ce que ceux qui portent les porteurs de projets sont en train de suivre leur roadmap? Est-ce qu'il y a les nouveaux développements? Est-ce qu'ils ont ajouté quelque chose de nouveau dans ces crypto-monnaies-là? Ces news-là que vous devez suivre constamment permettent de voir graduellement comment le nombre d'investisseurs augmente, l'intérêt et l'adhésion massive que les investisseurs ont derrière ce projet-là. Et comme ça, vous voyez graduellement comment les tokens que vous avez achetés ou la crypto-monnaie que vous avez acheté prend de la valeur. Et si elle prend de la valeur, vous n'avez pas juste attendre qu'elle prenne de la valeur indéfiniment. Vous devez être capable de sauvegarder votre capital. C'est-à-dire ce que vous avez investi. Est-ce que vous pouvez pas déjà retirer cette partie-là? Est-ce que vous ne pouvez pas sauvegarder et préserver cette partie-là pour vous permettre, n'est-ce pas, d'investir dans d'autres projets? Parce qu'on ne va pas investir seulement dans une seule crypto-monnaie. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Donc, ceci est vraiment important. C'est pour ça que le débat de ce soir est bien d'indiquer c'est quoi un actif, c'est quoi un passif. Et voilà un peu en quelques mots, comment on peut générer des revenus. Et maintenant, dans l'écosystème, comme vous le savez, il se développe chaque jour. Il y a des nouveautés chaque fois. On a parlé ici de la finance décentralisée. Et lui, ça a développé très bien le thème ici. On a parlé de la capacité à optimiser son portefeuille. Tout ceci peut aussi s'apprendre en formation, mais vous pouvez aussi lire et profiter du contenu gratuit qu'il y a dans le forum ici pour vous permettre vraiment d'appliquer tout ce qu'on partage ici, même jusqu'aux stratégies. Et maintenant, certains posent aussi beaucoup la question dans le chat de savoir, mais est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur argent quand peut-être, je vais prendre quelqu'un qui a peut-être acheté, je sais pas, les Ethereum quand ils étaient à $3000. Je vais dire une fraction, peut-être 0,03 Ethereum. Et maintenant, l'Ethereum, il est descendu à $2000. Bon, les gens qui ont l'impression qu'ils ont perdu de l'argent, ce n'est pas que vous avez perdu de l'argent. Elle a juste perdu sa valeur. Et quand vous faites l'étude des fondamentaux de l'Ethereum, vous savez très bien à quoi est-ce qu'elle sert l'Ethereum. Vous savez très bien qu'il y a une fluctuation dans le marché. Il y a une certaine volatilité. Mais votre quantité d'Ethereum est restée la même. C'est juste la valeur qui a été, elle a perdu juste la valeur pendant une période bien précise. Et en fonction des nouvelles du marché et en fonction de ce qui se passe des nouvelles et de votre stratégie, vous pouvez plutôt
rester cantonné cette position-là si vous voulez, pour attendre que, n'est-ce pas, cette crypto-monnaie que vous avez, dans laquelle vous avez investi comme l'Ethereum prenne de la valeur et revient à quelque chose qui a de la plus-value. C'est-à-dire vous avez fait x2, x3 ou x4 par votre montant d'investissement. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Comme je l'ai dit au départ, formez-vous, apprenez, lisez. Il ne s'agit pas seulement de venir placer l'argent quelque part et d'aller vous coucher et dormir. Mais parce qu'on a été habitué avec ça, avec les systèmes d'investissement traditionnels. Mais de nos jours, il faut faire un minimum d'efforts. Ce minimum d'efforts demande d'apprendre ce que c'est que l'investissement, d'apprendre ce que c'est qu'un actif, d'apprendre ce que c'est qu'un passif, d'apprendre les outils nécessaires pour dans la crypto-monnaie et naturellement de se former davantage parce qu'on se forme tous les jours. Moi qui vous parle, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a Elvis qui nous a rejoint ce soir. Il y a aussi les autres qui ont des questions. Je vais d'abord passer la parole, n'est-ce pas, à Elvis. S'il peut nous dire quelque chose sur la thématique de ce soir intitulée « C'est quoi un actif, c'est quoi un passif ?» et comment se générer des revenus à partir des crypto-monnaies. Elvis, bonsoir. Elvis, bonsoir, comment tu vas? Désolé de te réveiller. Excusez-moi de vous interrompre, mais en fait... Allez-y, allez-y. Oui, vas-y, Eline, vas-y. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, j'avais une question. Ma question, c'est que en matière d'actifs et de passifs, comme vous l'avez dit, un actif, c'était ce qui nous régénérait des revenus. Mais un passif, c'est ce qui nous faisait prendre des revenus plutôt. Ce qui enlevait de l'argent dans notre poche, comme vous le disiez. Mais en matière d'actifs et de passifs, je voudrais savoir s'il n'y avait pas un système plus simple pour pouvoir arriver à, comment on dit ça, à donner moins de passifs que d'actifs. C'est ma question, à donner moins de passifs que d'actifs. Quand vous dites moins de passifs que d'actifs, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas la question en fait. À générer moins de passifs que d'actifs, je ne comprends pas la question. Ma question c'était au fait, est-ce qu'il y avait un moyen en matière d'investissement de plus régénérer que de dépenser, c'est-à-dire de plus avoir de capital que de dépenser ces fonds de capital, si vous voyez, ces fonds de commerce en vérité. Cette question, c'est la question que plusieurs personnes posent et veulent directement la répondre. Mettez votre micro, s'il vous plaît. Cette question, c'est la question que plusieurs personnes posent. Et quand on entend cette question, derrière, on comprend qu'il y a beaucoup plus de la facilité. C'est la même chose que quelqu'un peut vient là, chaque jour, il demande dans quelle crypto-monnaie j'investis, quelle est la crypto-monnaie que j'achète, ou bien quel est le business dans lequel je mets mon argent et ça me génère les passifs et ça me génère de l'argent. C'est trop facile. C'est trop facile de poser la question de cette façon-là. Mais par contre, ce que nous préconisons, c'est que les gens aient une intelligence financière. Et c'est l'intelligence financière qui va vous permettre même de générer les passifs avec ce que vous avez déjà. Ghislain a très bien expliqué ce que c'est qu'un passif et un actif. Mais je vais encore insister sur un fait dans ce que c'est qu'un passif et un actif. Un passif en définition simple, comme Robert Kiyosaki l'a dit, un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent dans votre poche. C'est tout. Alors qu'un actif, c'est quelque chose qui fait entrer l'argent de votre poche. Tel que défini de cette façon-ci, on va se dire, mais un passif, c'est finalement quoi? Et un actif, c'est finalement quoi? Comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai acheté un passif? Ou bien comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai acheté un actif, par exemple? Je prends un exemple simple. Nous sommes dans une maison. Et quand on est dans une maison, on a des choses qui peuvent être des actifs et des choses qui peuvent être des passifs. Je prends l'exemple du frigo, par exemple. Vous avez un frigo. À quel moment donné votre frigo est un actif et à quel moment donné votre frigo devient passif, par exemple? Du moment où vous devez payer les factures chaque jour parce que le frigo consomme de l'électricité,
La facture d'électricité que vous payez, c'est un argent qui sort de votre poche. Et c'est un argent que vous sortez de votre poche pour devoir permettre l'existence de votre frigo et le fonctionnement de votre frigo. Ça voudrait dire que le frigo, à cet instant-là, c'est un passif parce qu'il fait sortir de l'argent de votre poche. Non seulement c'est un passif, non seulement il fait payer les factures, mais il fait aussi que vous devez recharger chaque fois. Vous devez mettre la nourriture dedans, vous devez. Donc, ce que vous achetez pour mettre encore dans le frigo, ça veut dire que le frigo contribue à ce que vous achetez encore plus de choses et que vous dépensez encore plus. Alors, vous avez acheté un passif. Mais à l'opposé, quelqu'un qui a le frigo chez lui et il utilise le frigo, par exemple, pour congeler quelque chose et revendre. Le frigo, à cet instant, devient un fonds de commerce. Ça devient quelque chose qui lui permet de produire de l'argent. Alors, le frigo est plutôt un actif, il n'est pas un passif. Donc, dépendamment de ce qu'on fait, tout peut devenir un actif comme un passif. Je prends l'exemple d'un ballon de jeu. Si j'achète un ballon juste pour jouer et passer du temps, alors j'ai acheté un passif. Ça, c'est évident. Mais par contre, si j'achète un ballon, parce que dans mon quartier, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui jouent et qui n'ont pas le ballon, je préfère donc acheter un ballon et louer à ces gens. Et chaque fois qu'ils livrent un match, à la fin du match, ils peuvent me donner 200, 300 en fonction de... Bref, je peux définir un prix qu'on va me donner à la fin du match. Ça veut dire que le ballon que j'ai acheté n'est pas un passif, mais il est plus qu'un actif parce qu'il contribue à mettre quelque chose dans ma poche. Donc, maintenant aussi, on peut se demander, mais si tout peut se transformer donc en passif ou bien en actif, qu'est-ce qu'il faut donc pour avoir des actifs? Ce qu'il vous faut donc, c'est avoir une intelligence financière. Et cette intelligence financière, c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver les opportunités partout. Parce que la première chose qui est votre source première de revenus, c'est votre pensée. Il n'y a rien de plus cher et de plus précieux que ce que vous avez en tête. On peut vous déposséder de tout, vous pouvez vous lever un beau matin comme ça et vous n'avez plus rien. Votre maison a brûlé, vos diplômes ont brûlé, tout a brûlé, vous êtes au milieu de nulle part. Et alors, ce qui sera toujours avec vous, ce qui sera et restera toujours pour vous, c'est ce qui est dans votre tête. Et c'est pour ça que Jim Quick dit à suffisance. S'il fallait que j'apprenne une seule chose sur cette terre, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne? Je pose cette question-là. S'il fallait que vous appreniez une seule chose aujourd'hui, on vient aujourd'hui, on vous dit, OK, il y a une connaissance, il y a quelque chose dans cette boîte magique. Et ce que vous souhaitez dans cette boîte magique, c'est ce que vous aurez à la fin. Qu'est-ce que vous choisirez? Chacun me dit un peu ce qu'il voudrait. Ouvrir la boîte et trouver à l'intérieur. Chacun me dit ce qu'il voudrait. J'arrache la parole pour répondre. Bonsoir Elvis, bonsoir Talo, bonsoir tous les autres. Bonsoir Guillaume, vas-y. Elvis a posé Elvis a posé une très bonne question et je pense que Talo voit déjà comment je vais répondre à cette question. Ça revient à l'image qu'il avait publiée dans le groupe et j'avais dit que je choisissais le numéro 4. Je choisis le numéro 4 parce que ça ne m'intéressait pas ce que je crois le 1 avait comme argent, le 2 avait comme livre et le 3 avait comme argent et livre. Le 4 m'intéressait parce que ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il pensait. C'est ce qu'il pensait. Pourquoi? Parce que il pouvait avoir des milliards, des livres, etc. Si vous lui retirez ça, avec la pensée et l'état d'esprit qu'il a, il peut toujours se reconstruire à n'importe quel moment. Je vais prendre un exemple. Je n'aime pas prendre ça, mais pour qu'on me comprenne, je vais un peu essayer de le dire. Vous pensez que quelqu'un comme Steve Jobs, qui perd son âme, vous pensez que si on lui retirait, comment je peux dire, Apple, il ne pouvait pas se reconstruire. Voilà, et l'autre monsieur, il a participé à PayPal. Vous lui enlevez même etc. Il peut toujours se parce qu'il a une manière de penser qui est différente de la nôtre. Et c'est pour ça qu'il avait dit cette image-là.
on peut donner un cours de master, un cours de je ne sais pas quoi avec l'image qu'il avait publiée. Parce que le plus important, c'est au niveau de la pensée. Une fois que la pensée, elle est bonne, elle peut créer beaucoup de choses. Donc, je reviens encore sur parce que la question que Elius a posée est parleur. Peu importe ce que je vois, mais c'est l'origine des qui m'intéresse. Comment est-ce que la pensée a pu se matérialiser? C'est ça en fait. C'est ce à quoi en fait il faut penser. Comment est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui, la source en fait, la source, parce que la source toujours est une pensée. Et comment est-ce que celui qui avait cette pensée-là a pu la matérialiser de manière à ce que ça puisse aujourd'hui avoir des effets. Donc c'est pour ça que cette image-là, je dis toujours que moi, je choisissais le cadre, en fait. Et comme les gens disaient que le cadre était important, le cadre, en fait, imposait nos limites. Parfois, il faut voir au-delà du cadre. Et c'est ce que disait parfois Steve Jobs. Il faut être fou. Essayons de dépasser ce que nous voyons. Quand aujourd'hui les gens disent qu'ils partent vivre sur la planète Mars, mais on se demande, on se dit bien qu'il est fou. Aujourd'hui, quand il écrit le Bible, mais qui peut imaginer il y a cela peut-être 20 ans, qu'on veut créer un truc qui s'appelle le Bible, etc. C'est parce que les gens qui le font sont des gens qui dépassent les limites dans laquelle on nous a appris à vivre. Donc c'est ça mon intervention et ma réponse, quoi. Je vous écoute. Ok. D'autres personnes peuvent donner leur réponse. En ce qui me concerne, moi, je sais que si on me donne une boîte, ce que je vais demander qu'on me donne de cette boîte-là, c'est une vision. Voilà, la vision. La vision. Je préfère m'arrêter là. Parce que la vision, à mon avis, nous amène très loin. Les autres peuvent répondre. Eli, Soma, NS. Vous pouvez répondre Chris. Ok. Je vois qu'on a des timides parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit dans cette boîte qu'on vous donne, que vous ouvrez? Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il soit à l'intérieur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez du fond de votre cœur qu'il soit à l'intérieur de cette boîte? Bon, je n'ai pas bien suivi la question parce que j'étais un peu dans les données là. Si vous pouvez un peu répondre à la question. Ok. Je disais tantôt, si vous êtes donné une boîte aujourd'hui, un peu comme la lampe d'Aladin, où on frotte sur la lampe et on vous demande quel est votre vœu, vous avez droit à un seul vœu et ce que vous voulez sera exaucé. Qu'est-ce que vous demanderez comme vœu? Bon, pour ma part, le vœu que je peux demander, c'est d'avoir des connaissances. S'il faut alors dire choisir le domaine dans lequel on doit faire, c'est ça qui devient difficile parce que dans la vie, lorsqu'on a des connaissances un peu dans beaucoup de choses, on peut mieux s'en sortir. Sinon, je vous demanderai d'avoir de l'intelligence, qu'elle soit financière, qu'elle soit technique, qu'elle soit, je ne sais pas, dans la médecine et ainsi de suite. Donc, moi, c'est mon choix. Je vous demanderai d'avoir les connaissances, que ce soit financière, ainsi de suite. Sinon, le reste là, parce qu'avec les connaissances, vous pouvez faire beaucoup de choses que vous voulez. Par contre, si on vous donne seulement de l'argent, vous ne pouvez pas savoir comment faire pour le gérer ou alors comment faire pour le multiplier. Si on vous donne le logement, si on vous donne une maison, vous ne pouvez pas savoir comment intégrer la maison, ainsi de suite. Donc, pour moi, la connaissance est la meilleure chose que je puisse demander à avoir. Ok, une dernière personne et on continue. Okay. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi, ce que je demande à la boîte, en fait, c'est l'intelligence et la sagesse. Je crois que l'intelligence et la sagesse permettent
ce que je puisse avoir tout ce dont j'ai besoin. Ça peut m'acquérir, que ce soit en intelligence. En fait, ça revient à ce que Karl disait, la vision. Je crois que l'intelligence et la sagesse courent à ça. Ok. L'intelligence et la sagesse, c'est vague en fait. C'est vague et alors la lampe ne saura pas exactement quoi vous donner. Quand je dis intelligence, intelligence dans quoi? Il va vous donner l'intelligence dans quel domaine, dans quoi précisément? C'est un peu vague. Peut-être dans la physique. La physique. C'est un peu vague. Mais par contre, Jim Quick avait dit ceci et j'approuve totalement ce qu'il a dit. Si lui, on lui demandait quelle est la seule chose qu'il voudrait qu'on lui donne, il dirait la capacité d'apprendre. Donc, apprendre à apprendre. Donc, on lui apprendrait, qu'on lui donne l'aisance d'apprendre tout ce qu'il veut. Et quand tu as cette capacité, cette aisance d'apprendre tout ce que tu veux, alors, quel que soit ce que tu veux apprendre, quel que soit ce que tu veux, tu auras. Parce que tout s'acquiert avec la connaissance. Et si vous avez les outils qui vous permettent d'aller vers cette connaissance et l'envie d'apprendre, alors vous apprendrez tout ce que vous voulez et vous serez ce que vous voulez. Donc c'est la plus grande chose que l'on peut demander sur Terre. Et c'est ce qu'on essaye de nous inculquer dès le bas âge. On essaye de nous apprendre quelque chose dans le bas âge sans nous apprendre nous-mêmes à apprendre. Mais plutôt on nous apprend. Alors que la meilleure chose qu'on pouvait apprendre à un enfant, c'est d'apprendre à cet enfant à apprendre. Comment est-ce qu'il fait pour découvrir une nouvelle chose? Comment est-ce qu'il fait pour apprendre une nouvelle matière? Comment est-ce qu'il fait pour apprendre une nouvelle connaissance? Elvis, j'aimerais bien que tu expliques aux gens ce que c'est que la lampe d'Aladin. Je ne pense pas que beaucoup connaissent un peu l'histoire de ça, donc j'aimerais que tu fasses un peu un break pour expliquer en 31 minutes ce que c'est que la lampe d'Aladin. Ok. Bon, la lampe d'Aladin. Je dis ça parce que parfois vous dites des choses, mais vous oubliez qu'il y a des gens. On est un groupe le groupe de débutants. Et comme je vous dis, beaucoup de gens ne savent pas ce nombre de choses. Donc parfois, il faut entrer dans les détails. Il faut expliquer ce que c'est la lampe d'Aladin. Parce que c'est très très profond. Et là, je suis dans un domaine. Je me suis recommandé même que par hasard, je suis dans un domaine vraiment, je vais dire, complexe. Donc, pour chaque dimension, il faut entrer en profondeur. Et la réponse que je vais apprendre là, bon, quand j'ai expliqué la lampe d'Aladin, que je vais revenir un peu sur ça pour comment je vais dire, apporter de l'eau à ton moulin. Donc, je te pose d'abord, vas-y. Ok, bon, je ne sais pas si la définition que je vais donner ou bien le concept que j'ai, c'est exactement ce que tu attends, mais bon, je vais m'essayer. La lampe d'Aladin, c'est comme quoi? C'est un bijou en or qui était au milieu d'un trésor, un trésor caché donc enfoui dans un temple et qui n'avait été jamais parcouru pendant une bonne période. Et alors cette lampe, bien, bon, quand on dit lampe d'Aladin, c'est une sorte de, comment on dit, c'est une sorte de... Monsieur Francis, mettez votre micro. C'est une sorte de boîte avec où il s'échappe de la fumée, un peu comme quelque chose, comme une pipe, un peu comme une pipe hauteur un peu plus grande. Mais cette pipe a une particularité, c'est que ce que vous voulez qu'elle exauce, donc elle a des pouvoirs magiques, cette lampe. Donc si vous voulez qu'elle exauce un vœu, elle le fera. Donc ce que vous lui dites de faire, la lampe fera que ce vœu s'exauce pour vous. Si vous dites à la lampe, je voudrais... Donc quand on frotte la lampe, il y a une fumée qui s'échappe de la lampe et il y a un certain esprit qui sort. Et cet esprit vous demande, qu'est-ce que vous voulez que j'exauce comme vœu? C'est un peu comme un certain Dieu ou bien, bon, moi je ne vais pas utiliser le mot Dieu, mais c'est un esprit qui apparaît et il vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez que j'exauce pour vous? Dites juste quelque chose et je vais exaucer. Et alors, bon, il y a des contes et les théories là-dessus. On avait la possibilité de donner 3 vœux, ainsi de suite. Mais bon, ce qu'on va retenir, c'est que ce que vous voulez, alors cette lampe exauce
cet esprit les autres. Si vous dites « je veux une voiture », alors la voiture apparaîtra. Mais si vous n'êtes pas spécifique dans ce que vous dites, l'esprit ne pourra pas exaucer cela. Imaginez-vous, vous dites juste « je veux une femme », par exemple. On va mettre une femme à côté de vous. Mais est-ce que la femme vous plaira forcément? Non. Mais par contre, si vous avez été spécifique et que vous avez décrit exactement la femme que vous vouliez à côté de vous, l'esprit aurait toujours fait la même chose. Il aurait mis la femme que vous voulez à côté de vous. Donc, il faut connaître ce que vous voulez. Et ce que vous demandez, c'est exactement ce que vous recevrez. DM, embraye sur ce que tu voulais. Excusez-moi, Elvis, excusez-moi. Excusez-moi, Elvis. Au fait, quand vous parlez de la lampe, je ne sais pas à quoi vous faisiez référence dans la vie réelle. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Parce que la lampe d'Aladin, tout le monde sait de quoi on veut parler, mais c'est à quoi vous faites référence en comparant dans le milieu du business. C'est à quoi vous faites référence? Attendez là, ok. Laisse-moi un peu embrayer. Embraye. Oui. Avant d'embrayer, je voudrais demander à Monsieur Eli, quand tu dis tout le monde sait ce que c'est la lampe d'Aladin, pour toi, la lampe d'Aladin, c'est quoi? Dis un peu ce que tu sais en 30 secondes pour mieux savoir. Parce que tu as dit que on sait ce que c'est la lampe d'Aladin. Vas-y un peu, avant que j'embraye, pour mieux expliquer, s'il te plaît. Bon, pour moi, la lampe d'Aladin, c'est un objet magique qui contient un génie, comme il a expliqué, qui contient un génie qui exauce les vœux. Parce que c'est ce que le film raconte, donc c'est ce que moi je me dis. Mais quand il était d'expliquer ça, bon, de la même manière qu'il était d'expliquer ça, à peu près avec l'histoire que tout le monde connaît, mais moi je n'arrive pas à faire référence avec ça dans la vie. En fait, dans le milieu de ce business, je n'arrive pas à concorder l'idée avec quelque chose qui est comparable. Je n'arrive pas. Donc c'est pour ça que je lui demandais qu'il m'explique ce qu'il voulait dire par là, quand il expliquait l'histoire de la lampe d'Aladin. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ah, ok, d'accord. Bon, je vais aussi un peu essayer d'expliquer, et je sais que je pose rien plus de ma part, quoi. Et il a bien commencé en expliquant ce que c'est la lampe d'Aladin. Mais comme tu as dit, la difficulté parfois, c'est de transposer ça à le comprendre dans la vie artistique, dans la vie quotidienne. Et à un moment donné, dans cette histoire, cette lampe, comment il veut dire, cette magie demande qu'est-ce que vous voulez. Et là maintenant on dit vos souhaits sont des ordres. Yes. Voilà. Ce que vous souhaitez est un ordre qui est exécuté. Et ça ne dépend que de toi, même pas de la lampe. Ça ne dépend que de, quand il dit toi, c'est moi, Elvis, n'importe qui. Ça ne dépend que de la personne qui émet les souhaits. Et une fois que cela est émis, la condition sine qua non, c'est quoi? C'est qu'elle est exécutée. Maintenant, il faut revenir à la base et se poser la question. Quand est-ce que j'émets un ordre? Quand est-ce que j'émets un souhait? J'ai déjà eu à expliquer. C'est pour ça qu'il a dit que Elvis engage un thème qui est très très important, mais un peu complexe. Et tu as bien posé la question. C'est pour ça que moi, je t'ai d'abord posé la question. Et tu as posé une très bonne question. Comment passer à l'implémentation? Comment est-ce qu'on arrive au fait d'émettre un ordre? On émet un ordre à 3 niveaux. On part comme il ne mesure pas la profondeur. Il a bien dit qu'il ne veut pas prononcer le nom de Dieu. Moi, je comprends très bien. Parce que je peux imaginer les livres que lui il a lus. Et ça, c'est un débat où Vichal aurait dû aussi être, parce qu'il devait aussi apporter sa part de connaissance. Quand je dis à 3 niveaux, pas la parole, pas l'acte et puis la pensée, mais une 4e étape pour émettre un ordre sur le niveau des sentiments. Il ne suffit pas seulement de dire avec la bouche que je veux 1 milliard, que je veux une maison, que je veux investir. Il faut le ressentir. Et une fois que tu le ressens, c'est où tu le crées et c'est où l'ordre est émis. Et on crée des choses avec le sentiment. Parce que c'est le plus
haut degré, c'est le plus haut niveau de la création. Quand tu dis quelque chose et que tu le penses et que tu le ressens, quand ces trois niveaux de choses sont alignés, c'est où tu le crées. Et c'est ça, en fait, la lampe d'Aladin. Quand pour créer quelque chose, il faudrait que lorsque tu le penses, tu le ressens. Lorsque tu le parles, tu l'as vraiment bien pensé. Et quand tu l'as pensé, tu l'as aussi ressenti. Et c'est pour cela qu'on te dit, pour savoir à quel état on se trouve, il faut écouter ses sentiments. Et c'est à ce niveau-là que la création apparaît. Et je l'ai dit une fois ici. Et on va toujours revenir, je te dis bien, même dans 100 ans, que le groupe va exister. Je vais toujours vous parler le être, faire et avoir. Revenons encore à ce qu'il avait eu à expliquer une fois ici. On nous a appris à l'école que pour pouvoir être heureux, il faut travailler dur. Avoir avant d'être heureux. Et c'est l'erreur. Il dit c'est la pire des manières de vouloir créer quelque chose. C'est la pire des manières de vouloir émettre un souhait. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord être. Et c'est où il y a le ressenti. Et c'est où le souhait est tellement fort, où la lampe de Aladin exécute. Donc, le fait d'avoir n'est qu'une conséquence d'un être que nous sommes déjà. Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui on te dit que dans ton compte, je sais pas quoi, Binance, il y a peut-être 100 bitcoins, mais tu seras heureux, tu vas sauter de joie. Pour pouvoir avoir ces 100 bitcoins dont tu parles, essaye d'abord de chercher le sentiment que tu auras quand tu auras les 100 bitcoins là. C'est de ça qu'il s'agit. N'attendons pas avoir les 100 bitcoins là avant d'être heureux. Non. Cherche d'avoir le sentiment de ces 100 bitcoins là avant que cela n'arrive. Et quand tu as déjà ce sentiment, c'est le souhait là que tu as déjà émis. Donc il faut ce parallélisme là. C'est-à-dire l'être, la pensée, et puis l'acte n'est qu'une conséquence. C'est pour ça qu'on dit que 99% de ce que l'on fait, n'est-ce pas, réside dans la pensée. Et maintenant, les 1% les 1%, ce n'est que l'action, dit c'est tellement faible. Donc, lorsque la pensée est très forte, elle agit au niveau de l'émotion. Et quand l'émotion est touchée, n'est-ce pas, c'est où ça se crée. Et il faut contrôler ses émotions. Et quand tu contrôles tes émotions, tu contrôles la création. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et si vous avez des questions, je reviens. Je voulais donc davantage expliquer en fonction des questions que vous me posez, quoi. Super. C'est un super exposé. Super. Tu allais effectivement dans les détails où j'allais aussi embrayer en disant la même chose au niveau de la pensée. Parce que quand je disais tantôt que la plus grande chose que vous pouvez souhaiter, si on vous demande le vœu, c'est la capacité d'apprendre. Une fois que vous avez appris à apprendre, alors vous pourrez apprendre n'importe quoi. Est-ce que vous ne serez pas heureux de pouvoir apprendre ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, et en faire ce que vous voulez? Donc, ceux qui vont dire à la lampe, donne-moi un bitcoin, la lampe va vous donner un bitcoin. C'est ce que vous avez demandé. Mais une fois qu'on vous aura donné cela, est-ce que vous serez heureux? Par contre, si vous demandez une certaine liberté au niveau de choisir ce que vous rendrez heureux, alors vous aurez la possibilité de devenir heureux n'importe quand vous souhaiterez. Mais comme DM l'a si bien dit, la première chose... Elvis, je fais une parenthèse. Elvis, pardon, je fais une parenthèse sans te couper, s'il te plaît. Il dit bien, est-ce que vous serez heureux? Comment est-ce que vous faites pour savoir que vous êtes heureux? Vous écoutez vos sentiments. Et c'est ça qu'il vient d'expliquer. Il faut écouter vos sentiments pour savoir comment on est heureux. Et c'est avec ça qu'on crée des choses. Et quand il dit apprendre à apprendre,
ça revient à une chose dont on peut encore dire quel est votre indice d'enseignabilité. Jusqu'où êtes-vous prêt à apprendre? Quand on dit, dites-moi avec qui vous marchez, parfois on dit que vous êtes la moyenne. Vous êtes la moyenne des salaires de vos 5 principaux amis. Et c'est vrai. Si tu marches avec des gens qui veulent investir dans l'immobilier, crois-moi qu'à 80% tu vas investir dans l'immobilier. Si tu marches avec des gens qui veulent faire de l'investissement et qui sont heureux, tu feras prêt. Et pourquoi on dit ça? Parce que tu apprends de la même manière avec les principales personnes qui t'entourent. Donc, quand tu dis, est-ce que vous seriez heureux là? C'est parce que on essaie de questionner vos sentiments. Et c'est de là où qui réside beaucoup de choses. Le fait de créer tout le temps qu'on dise que il y a la crise. Mais ça diminue vos souhaits parce que on t'empêche d'augmenter le degré de ta pensée, le degré de tes envies, le degré de tes émotions pour que tu sois exigeant. La crise est pour celui qui la pense. Parce que l'argent ne reste pas plus, ça disparaît. C'est juste partagé pour qu'on parle de crise. Et c'est ceux qui ont bien pensé, ceux qui ont bien utilisé la lampe d'Aladin, qui en ont bénéficié. Et puis j'ai été long, je te remets la parole, s'il te plaît. Ok. Donc, maintenant, pour revenir donc sur ce qu'on disait au niveau des actifs et des passifs, on a bien dit, c'est la façon dont vous concevez l'actif, c'est la façon dont vous concevez la gestion qui sera même le centre de ce que vous allez pouvoir générer. On est le fruit de notre pensée. Quand on ne se le mente pas, on est le fruit de notre pensée. Si on pense pauvre, on pense bas, alors ce qu'on aura dans la vie ne sera que le résultat de ce qu'on pense. Si on pense haut et qu'on ait toujours accès à vouloir penser plus haut, alors ce qu'on sera dans la vie sera le résultat de ce qu'on pense. Donc ceux qui viennent aujourd'hui et qui se disent la crypto-monnaie c'est un moyen facile d'arriver, d'avoir de l'argent, et ils se disent ok, donne-moi lesquelles crypto-monnaies est-ce que j'achète pour mettre dans mon portefeuille. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont mis une barre très très basse. Et ces personnes ne seront pas le résultat de leurs pensées, mais seront plutôt le résultat de quelque chose qui n'a pas été pensé par eux. Et alors, ils ne sauront pas quoi en faire, même quand il y aura certaines performances. Et c'est pour ça que nous sommes dans un groupe où on voudrait plutôt pousser les gens à élever les standards de pensée, à élever les niveaux de connaissance. Parce que c'est ce niveau de connaissance-là qui va vous permettre d'atteindre le niveau espéré des richesses que vous voulez. Si vous voulez avoir 100 000, sur la chaîne vous aurez 100 000, vous allez vous limiter à cela. Par contre, si quelqu'un arrive avec l'ambition de vouloir aller plus loin et que cette personne ménage les efforts que nous sommes en train de vouloir mettre à disposition et les esprits que nous sommes en train de vouloir forger, cette personne pourra aller un peu plus loin, même que ce que ces personnes auraient pensé. Donc, moi je dirais, la richesse ou la pauvreté, c'est chacun qui choisit. Même sans choix, de façon consciente ou inconsciente, c'est chacun qui choisit dans quel cercle il se positionne. Parce que l'entourage, les personnes qu'on rencontre, la société et bien d'autres définissent un certain nombre de choses, mais c'est toujours à vous de décider si vous restez dans ce que la société est en train de vouloir, est en train de mettre comme standard, ou bien vous faites comme ce poisson que j'ai partagé sur mon statut WhatsApp, qui était inconfortable dans une zone et il a sauté d'un bol pour aller dans un autre dans la recherche de ce confort-là. Ouais, ça c'était une très belle image. Hein. Cette image-là, je crois que même encore l'a partagée. Le poisson qui quitte d'un bol à un autre. Il quitte en fait un bol où on retrouve la saleté, en fait quelque chose qui ne permet pas d'avoir une vision transparente. Et il va dans un bol plus propre, où les choses, mais il fait l'effort en fait de quitter de ce bol-là pour un autre.
C'est exactement la même chose. On peut retenir même cela encore avec les personnes avec qui tu marches. Tu ne peux pas aspirer à la richesse et tu marches et tu fréquentes uniquement les personnes qui n'aspirent pas aux mêmes choses que toi. Et comme Diem l'a si bien dit, on est la moyenne des personnes avec qui on marche. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est évident. Et moi, je donnerais un conseil à ceux qui écoutent. Poser davantage de questions pour qu'on explique ce qu'on est en train de parler. Parce que je peux vous rassurer, ce thème-ci est complexe. Et c'est important de répondre en fonction des questions que vous avez, comme Elie l'a fait. La question qu'il a posée était très pertinente, hein, parce que l'implémentation de ce qu'on dit, parce que je vais vous le dire, hein, ce truc-ci dont on parle, Elvis, je l'étudie depuis presque 16 ans. Wow. Il dit bien 16 ans, depuis la classe de terminale, première terminale. Il dit 16 ans depuis le pays, je vous assure. Et j'ai mis du temps. J'ai payé pour des conférences. Tout ça, je vous assure. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile. Et ça revient à ce que j'ai lui a dit tout à l'heure, peut-être témoin. Il y a d'abord une déconstruction qu'il y a à faire avant de se reconstruire. C'est un thème très, très important. Parler d'investissement, oui, c'est bon. Mais le comment n'est pas chose facile. Il ne suffit pas de prendre son année d'aller mettre ailleurs pour dire que je fais si je fais, j'attends le gain. C'est quelque chose qu'il faut d'abord avoir. C'est-à-dire le mindset dont on parle souvent là. Parfois, on dit ce mot-là. Il dit on peut faire un cours sur le mindset pendant 3 mois. Ça ne suffit pas. Et je dis, ceux qui écoutent là, pour pouvoir davantage bénéficier un peu de ce salon vocal qui dure parfois 1, 2, 3, 4, etc. Poser davantage de questions parce que bon, beaucoup, je suis sûr que même Elvis a eu à payer des cours pour voir, pour comprendre, parce que je sais qu'il y a un thème qu'il utilise que je sais que il a eu à payer pour l'avoir. Parce que je sais, quand tu côtoies un peu les gens qui parlent de choses, tu sais que pour avoir ça, il faut payer. Même si on vous donne gratuitement. Je le dis parce que je sais. Et il y a une personne qui pense parfois, c'est Vichy. Ce sont des trucs qui coûtent cher. Si je mens, Elvis peut le dire. Non, c'est très très vrai, c'est très très vrai. Les conférences qu'on fait, écoutez même simplement quelqu'un parler d'un domaine où il a fait 16 ans. 16 ans d'études et qui vient vous parler. Vous imaginez pas combien est-ce qu'on peut payer ça? Vous imaginez Barack Obama qui a fait 10 ans de gestion de présidence. Quand il va quelque part et qu'il parle simplement pendant 1 heure de temps, vous savez combien est-ce qu'on paye à Obama? Vous allez dire parce qu'il est président. Non, ce n'est pas parce qu'il est président. C'est la gestion qu'il a faite, qu'il a permis d'acquérir une certaine connaissance, une certaine expérience qui fait en sorte qu'il parle aujourd'hui, pas parce qu'il a des concepts théoriques, mais parce qu'il a des concepts pratiques. C'est un peu comme un entrepreneur qui a fait 16 ans sur le marché et quelqu'un qui allait à l'école et qui a fait 8 ans de doctorat, par exemple. Il a fait 8 ans de doctorat, il sort, il est docteur. Quelqu'un qui n'a même pas fait le doctorat, mais qui a 16 ans sur le terrain, vous pensez qui peut mieux parler concernant le terrain? Concernant la finance, concernant la gestion. Donc, c'est la même chose en fait. Et comme James l'a si bien dit, ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on a acquis quelque chose en ayant payé qu'on doit forcément payer pour que d'autres personnes acquièrent cela. Ce que la connaissance qu'on met dans les livres qu'on a à l'école primaire aujourd'hui serait, même s'il y a des gens qui subventionnent cela et qu'on paye toujours, mais on a quand même une certaine démocratisation de la connaissance. Tout à fait. C'est la passion qui permet de pouvoir transmettre cela. Sinon, je peux bien mettre pour ne pas expliquer ce nombre de choses. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Aussi, pour ne pas dire ce nombre de choses. Parce que je vous dis que quand je parle de déconstruction,
c'est parce que quand j'ai appris un certain nombre de choses, je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en train d'apprendre. Et c'est l'une des choses qui m'a aussi guidé vers les langues. Quand je dis je parle français, italien et allemand, c'est parce que ces choses-là, ça m'a mené dans beaucoup de milieux. Et je dis, ce thème n'est pas facile. Vous pouvez croire que c'est facile, mais je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile ce thème. Et quand Ellis parle, je le comprends parce que je peux voir le parcours qu'il a fait avec Vichal. Donc, c'est un peu ça. Posez des questions pour ceux qui n'ont pas compris de choses, pour qu'on vous explique davantage. Donc, c'est un peu ça. Et même par là, pour aussi faire des recherches, il fait aussi un certain nombre de cours qui puissent aussi nous éclairer. Et c'est ça. Quand il prend l'exemple de Barack Obama, etc., pour donner des cours, on paye 1 milliard pour 2 heures, 3 heures. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que d'abord, comme Elvis l'a dit, ils ont aussi fréquenté des milieux que nous, on ne connaît pas. Et c'est ça qui leur permet de générer un certain nombre de choses. Vous voyez, aujourd'hui, on dit que Sarkozy, il parle de Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn. Il parle de conférences, on est payé en termes d'euros, juste pour une demi-journée. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour des choses pareilles. C'est parce qu'ils savent créer. 2 heures de conférence. Et à travers le discours, c'est ça qu'on attend. 2 heures de conférence. Donc, à 2 heures en conférence, c'est $40,000. Voilà. Donc, je propose que ceux qui écoutent, si vous avez des questions, posez davantage pour que nous puissions un peu davantage éclairer le peu de choses que nous savons. Voilà. Yes. Ne soyez pas timides, les gars. Soyez des personnes qui ont soif de connaissances. C'est cette soif de connaissances-là qui fera en sorte que nous vidons et que nous nous étendions même aussi dans nos petites connaissances aussi, parce que c'est à force de transmettre, de vouloir transmettre, qu'on apprend même encore mieux. Oui, salut forum, merci pour le partage. J'espère que chacun de vous va bien. En fait, j'ai balancé quelques messages dans le forum tout de suite et j'ai pour avoir votre avis d'expérience et de professionnel dans le domaine. En fait, dans mes recherches le dimanche passé, je suis tombé sur cette pièce-là. Elle était à $1. J'ai fait les analyses qu'il faut, transactions, le code, tout, et tout avait l'heure normale. Le lendemain, quand je suis revenu, je l'ai vu passer à $5. J'ai dit, ok, je vais attendre que ça chute. Elle est descendue jusqu'à 3, j'en ai pris 5. Mais bizarrement, depuis hier, je vois qu'il parle d'un système de rabaissage. Il parle d'un système de rabaissage qui consiste en quoi? Il diminue le nombre, la quantité que vous avez acquis. C'est-à-dire le rabaissage agit sur la quantité de pièces obtenues, ce qui permet peut-être de raréfier un peu la pièce. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand la pièce, il diffère le rabaissage et que la pièce est en chute, votre solde aussi diminue. Donc j'aimerais savoir si vous êtes au courant de ce protocole. Est-ce que c'est un bon protocole ou pas? Voilà, merci à vous, leader Elvis. Essayons de garder au maximum la concentration sur les thèmes qu'on aborde. Aujourd'hui, on parle du mindset, on parle de actif, passif, qu'est-ce que c'est, comment le monde de l'investissement, les pensées qu'il faut avoir. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on parle de tout. Dans n'importe quel chat vocal, on parle de tout. Ça serait pas intéressant. Il faudrait que quand on a un sujet, une thématique, qu'on essaye d'aller au plus profond de cette thématique pour pouvoir sortir en ayant appris le maximum possible sur une thématique. Et ça s'applique également avec même les investissements, les crypto-monnaies qu'on est en train de faire. Ce n'est pas bien de toucher à tout au même moment. Tu es un peu ici, tu es un peu là-bas, tu es un peu là-bas, sans comprendre même ce dans quoi tu es en train de t'embarquer en fait. Donc, essayons de rester focus et de gagner au maximum ce qu'il y a à apprendre. Et après qu'on a tiré la substantielle moelle, on sera mieux outillé pour apprendre autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.
que de vouloir être médiocre partout. Autant mieux être expert quelque part et essayer maintenant de s'améliorer un peu ailleurs aussi pour avoir des petites connaissances ailleurs, mais en gardant déjà une expertise quelque part qui est donc comme ça un socle qui va permettre d'apprendre un peu plus rapidement. Donc c'est la même chose. Soyons focus sur le sujet actuel et on va peut-être à la fin revenir sur des questions connexes. Ok, merci de ce cadrage-là. Merci beaucoup. Il fallait le faire parce que là, on est vraiment focus sur les actifs, le passif, l'investissement et le mindset. Moi, je vais essayer de poser une question en fait parce que ce dont on parle est très très important. Parce que pour vraiment réussir en ce qui concerne les investissements, il faut la pensée. Et c'est ce qui est encore plus difficile. Peut-être on ne le réalise pas assez. Parce que le contrôle de sa pensée est très important. Si vous pensez, vous contrôlez votre pensée, même seulement un certain pourcentage, si vous permettrez de réaliser un certain nombre de choses. La question donc que je me pose alors, quelles sont les étapes à suivre pour avoir le contrôle de nos pensées? Et parce que je sais aussi que quand la pensée est liée à l'être, comment est-ce qu'on retrouve dans cet état d'esprit? Parce que pour avoir le contrôle des pensées, il faut être en paix avec soi-même. Comment on fait en fait pour se retrouver là? Et ainsi pouvoir implémenter ce qu'on aimerait implémenter en entreprenant, par exemple dans les crypto-monnaies ou dans les autres activités. C'est la question que j'essaie un peu de poser. Ok, je vais d'abord, en répondant, je pense une partie de l'élément de réponse que tu as, une partie en fait, ce que je vais dire maintenant, c'est une partie de la réponse et je pense qu'elle a même déjà commencé. Et comme je dis, parfois les mots sont très importants lorsque nous expliquons. Ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, c'est la discipline. La discipline. Dans la croissance, dans les étapes, dans les étapes qui nous permettent d'atteindre le sommet. Et le sommet n'est pas une fin en soi, je précise d'abord. Il faut être discipliné. On ne peut pas être partout à la fois. Et le fait d'être discipliné permet déjà de retrouver une paix avec soi. Par exemple, si tu essaies d'être partout, tu es embrouillé. Et quand tu es discipliné, tu sais que je vais faire telle chose à tel moment, et après ça, je vais faire telle chose. Ça te permet d'être en paix avec soi. Il faut commencer par là. Maintenant, quand tu demandes comment faire pour être comment je vais dire, en paix avec soi, ça revient. Ce que j'ai eu à dire tout à l'heure, comme je dis, je sais que c'est pas facile, Tali. Je sais que c'est pas facile. Mais à force d'expliquer, n'est-ce pas, beaucoup finiront par comprendre un peu du peu que je sais. Pour être en paix, je vais dire un peu, n'est-ce pas, hein, c'est se poser la question d'abord de savoir comment est-ce que je me sens actuellement. Si je ne suis pas, si j'ai une mauvaise émotion, si je ne me sens pas bien, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'il me faut pour être en paix ou bien pour être heureux. Une fois maintenant que tu as identifié ce qu'il te faut pour être heureux, n'est-ce pas, hein, et cela passe par l'étape de déconstruction dont je parle, dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Et tu vas voir que je vais toujours revenir sur ça, parce que c'est ça la base. Quand tu n'es pas en paix ou bien quand tu n'es pas heureux, pose la question de savoir qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux. Il me faut être en santé, il me faut de l'argent, il me faut de la maison, il me faut du boulot. Tu dis, ok, il me faut du boulot. Ça, c'est d'abord l'identification de ce qu'il faut. Après, maintenant, entre le comment et ce comment, c'est dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque tu entres dans le comment, on risque, n'est-ce pas, d'être figé et de ne chercher qu'une seule porte qui nous permet d'avoir cette chose-là. Je prends un exemple. Lorsque je dis peut-être, lorsque quelqu'un dit,
pour être heureux, il me faut un téléphone. Et pour avoir ce téléphone, il me faut travailler et avoir de l'argent pour l'acheter. Dans sa tête, il se dit qu'il le faut travailler pour avoir de l'argent et acheter le téléphone. Il a gardé une seule porte. Et pourtant, l'univers a 1000 portes pour pouvoir arriver à une fin. Quelqu'un peut t'offrir un téléphone. Tu peux marcher, tu ramasses un téléphone. C'est une possibilité, oui ou non? C'est une possibilité. Et c'est ça parfois, on se fige sur le comment. Le comment a une, comment je vais dire, a une valeur très faible dans le processus de création. Beaucoup de gens, peut-être, ont voulu être milliardaires, mais est-ce qu'ils savaient que le Bitcoin devait faire ce qu'il a fait là? Ça apparaît comme c'est plus, ils ont eu le bénéfice. Mais est-ce qu'ils ont pensé qu'il faut absolument travailler ou bien faire une activité pour pouvoir la gagner? Je ne pense pas. Et c'est ça, je reviens là où je m'étais arrêté en disant que, qu'est-ce qu'il te faut? Une fois que tu as identifié ce qu'il te faut, n'est-ce pas? Cherche à créer l'émotion. L'émotion que tu auras quand cette chose-là va apparaître sans la voir. Et c'est pour ça que Véchil a une fois dit dans un audio ici là, je n'avais pas intervenu parce que je savais que c'était complexe. Quand il avait dit que il commence d'abord par dire merci. Quand tu dis merci, tu visualises déjà cette chose-là que tu veux avoir. Et à force de le faire, tu commences à être en paix avec toi. À être déjà heureux que cette chose-là va venir. Le comment, tu ne sais pas. Mais ça va arriver. Quelqu'un peut vouloir avoir 1 milliard, 1 milliard, etc. Mais qui ne sait pas, quelque chose peut se passer et puis il se retrouve avec des biens dont la valeur dépasse 1 milliard. J'évite souvent un peu bon, c'est ce qui est un peu chez nous, Africains, on n'a pas trop parlé de soi. Je vais vous prendre un exemple. Il y a de cela 4 ans, j'avais fini 5 ans, pardon, oui. J'avais fini mes études et j'ai commencé à travailler je crois que c'était en septembre, pardon, septembre. Ou septembre ou août, septembre, oui, voilà. Je voulais avoir une somme d'argent dans mon compte à la fin de l'année. J'avais fait un boulot d'abord où un monsieur m'avait fait un chèque de 150 euros. 150 euros. Et je m'étais dit, j'aimerais avoir 10 millions dans mon compte. On a dit un truc de environ 15 000 euros dans mon compte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le chèque de 150 euros, n'est-ce pas? J'ai transformé en 15 000 euros. J'ai gardé, j'ai mis dans mon porte-monnaie. Je marchais avec ça partout. Et je vais vous dire un truc. À la fin de l'année, j'avais fait des travaux et bizarrement, tous m'ont payé au même moment. Je me suis retrouvé avec 14 950 euros dans mon compte. Vous savez bien que ça n'a pas marché. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, mettez par écrit ce que vous voulez. Et quand vous mettez ça par écrit, vous l'ancrez encore plus dans vos émotions. Je ne sais pas si ce que j'ai eu à expliquer t'a aidé, Ghislain. Je suis disponible pour davantage d'éclaircissement. Merci. Ce que tu as dit, c'est tellement important. Et j'ai cru entendre là le résumé de Penser et devenir riche de Napoléon. Yes, je voulais dire la même chose. Donc, j'étais en train d'entendre et de vivre le résumé de Penser et devenir riche. Tout se crée d'abord dans la pensée. Même le Seigneur le Tout-Puissant, ceux qui sont chrétiens, Dieu il ne s'est pas levé, il a commencé à créer. Il a d'abord pensé. Il a conçu dans son esprit, le monde dans son esprit, avant d'arriver même à la création.
Donc, toute chose qui se conçoit, comme on dit si bien, toute chose qui se conçoit aisément et les mots pour les dire arrivent. Donc, toute chose qui est bien conçue, les mots pour les dire arrivent aisément. C'est la même chose. Les gens se focalisent beaucoup plus sur le comment est-ce que je veux faire, alors que le comment, vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. Vous n'avez pas la maîtrise. Parce qu'il y a encore plein de choses qui ne sont pas au niveau de votre contrôle. Mais par contre, ce que vous avez toujours et que vous aurez toujours le contrôle, sauf si vous décidez de ne pas prendre le contrôle de cela, c'est votre pensée. Vous aurez toujours le contrôle sur votre pensée. Et alors, dans votre intérieur, vous pouvez toujours intégrer et concevoir le monde tel que vous voulez, tel que vous souhaitez. Et la première chose même dont Napoléon Hill dit, c'est de penser. Une fois que vous avez pensé cela, écrivez quelque part. Et pour intégrer cela et que ça fasse partie de votre vie, de vous et de votre pensée, mettez-vous devant un miroir. Regardez-vous dans le miroir et lisez à haute voix ce que vous avez écrit. Faites-le pendant 30 jours. Et en prononçant cela, vous vivez déjà comme si vous êtes en possession de cela pendant un certain temps. L'effet psychologique, la pensée est un univers infini. Mais par contre, le physique et le réel est quelque chose de fini. Vous ne pouvez pas quitter ici, aller au Cameroun à l'instant où nous sommes en train de parler physiquement. Mais dans la pensée, c'est possible. Vous pouvez le faire. Vous pouvez quitter ici et vivre n'importe où dans le monde entier du simple fait que vous pensez. Et donc, les grands créateurs, les grandes réalisations de ce monde, il a été prouvé à suffisance que c'est arrivé dans le rêve. Parce que le rêve, c'est donc comme ça une connexion entre le monde fini et cet univers qui est infini là. Même Einstein, quand il découvre sa formule, c'est dans un rêve. C'est dans le rêve. Et alors, l'une des choses que vous devez éviter au maximum, c'est d'oublier vos rêves. Les personnes qui oublient les rêves sont des personnes qui oublient tout cet accès à l'univers qui est extrêmement grand là, dont ils ont pu accéder la nuit au courant de leur sommeil. Donc, quand vous levez le matin, notez, essayez de rester un peu couché sur votre lit et de visualiser un peu tout ce qui s'est passé dans la nuit et d'essayer de retenir ce qui s'est passé dans votre rêve. Et quand vous vous levez, retenez et notez quelque part des choses qui sont sorties de ce rêve, de votre nuit, de votre sommeil, qui était comme ça. Un instant, vous êtes en train de communiquer avec le monde infini. Donc, une fois que vous avez déjà prononcé ces paroles devant le miroir et que c'est ancré déjà en vous, laissez les choses suivre leur cours. Laissez les choses suivre leur cours normal parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Mais par contre, l'univers est en train de chercher les solutions par rapport à votre demande. Quand vous arrivez dans un restaurant, par exemple, vous savez déjà, vous avez en tête ce que vous voulez. Je veux du riz sauce tomate avec le poulet et une bière. Et on vient vous servir exactement cela. Vous êtes assis sur la table, vous passez votre commande et on vient vous servir exactement ce que vous avez commandé. C'est la même chose. C'est ça lampe d'Aladin. C'est ça lampe d'Aladin en termes basiques. C'est la même chose avec l'univers. Si vous passez le message que vous souhaitez, précis, concis à l'univers, l'univers vous retournera exactement ce que vous avez commandé. Mais quand vous ne savez pas. Mais comment vous ne savez pas aussi. Comment vous ne savez pas. Voilà. Le comment, surtout, vous ne savez pas. Alors, comment et quand on ne peut pas savoir, alors quand. Voilà. C'est ça. Quand je te passe la commande et puis le servant vient te donner ça à table, tu manges et puis tu pars. Et je dis, c'est un thème. Je vais vous faire une confidence pour ne pas peut-être me croire. Tout à l'heure, Elvis et Talon réagissent de la même façon. Je peux vous dire un truc. Est-ce que vous savez que je n'ai pas encore lu Napoléon Hill? J'ai lu 10 pages.
de Napoléon Hill. Mais où est-ce que vous pensez que j'ai appris ces choses-là? C'est parce que j'ai lu beaucoup de livres de gens qui ont fait la même école que Napoléon Hill. Et j'ai fait beaucoup de conférences des gens qui ont lu Napoléon Hill. C'est pour ça que j'ai fait ces choses-là. Donc c'est un peu comme donc et là on se retrouve. Tu as marché avec des gens qui étaient dans une école et tu as appris ces mêmes choses-là en fait. C'est donc la même chose que les personnes qu'on côtoie. C'est ça. Je vous rassure que ce qu'on entend de faire ici, je vous assure, ce n'est pas tous les jours. Je peux vous le dire parce que j'ai donné de mon temps. Et pour moi, c'est une passion. Même parfois avec les plagiats. Quand j'explique ça, n'est-ce pas? C'est dit. Et comme tu dis, Elvis, c'est quand tu expliques que tu te rends compte que tu as compris une partie et qu'il y a une autre partie que tu n'as pas encore bien compris, qu'il faut davantage que tu fais des recherches. Et c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien. Au quotidien. Sinon, tu perds le fil. C'est important. Et je vous assure, ce n'est pas facile. Parce que, croyez-moi, je ne sais pas quel âge nous avons tous. Mais je peux juste te dire que on a passé une bonne partie de notre vie à nous enseigner des conneries. Je dis bien des conneries. Et nous n'avons pas erreur à transmettre ça à notre progéniture. Il faut davantage se rattraper pour leur transmettre ce qu'il faut. Comme j'ai dit, quelqu'un peut vouloir le milliard, mais pas que c'est l'enfant qui peut l'amener ces milliards-là. Et c'est ça. Ne vous demandez pas, ne vous posez pas la question du comment. Concentrez-vous à ce que vous savez. Et parlez de ça. Et on ne dit pas d'aller se mettre partout et dire que je vais non, non. Concentrez-vous sur cela. Même de façon, en privé, de façon secrète. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Vivez-le et ressentez-le. Voilà. Je pense que les gens qui veulent parler, on vous écoute. Parce que dès l'instant où vous commencez à penser du comment, vous allez limiter votre comment par rapport à ce qui est possible pour vous. Dès l'instant où vous commencez à penser du comment, vous êtes directement en train de penser, vous êtes directement en train de limiter vos possibilités au niveau de ce que vous connaissez déjà. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut avoir les rêves fous. Les rêves que vous-même, si vos rêves ne vous surprennent pas, si vos rêves ne vous... Quand je dis que, quand vous voyez quelqu'un comme Steve Jobs, quand vous voyez des choses que les gens la créent, vous pensez qu'ils font comment? Ils pensent comme nous aussi? Jamais. Ce sont des gens qui sont des démons en train de penser. Ce sont des gens comme des fous, des gens on m'a dit qu'ils sont atteints d'une psychopathie dont on ne peut pas imaginer. Si vos rêves, si votre propre rêve ne vous fait pas vous-même peur, croyez-moi, c'est que la probabilité que vous le réalisez est très très faible. Bon, maintenant, il se pose dans un problème. Tu sais, en Afrique, on ne rêve pas beaucoup. Peut-être on le fait, mais pas avec, avec des dimensions colossales, quoi. Il y a cet aspect-là. Je crois que là, tu vas poser ta question. Hein. Je voulais juste faire une observation. Donc, on devrait un peu plus poser des actes pour rêver, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le long terme. Alors qui s'apprend et demande vraiment du focus. Du focus. Parce qu'on rêve à minima ici. Parce qu'on a tellement des problèmes basiques qu'on n'arrive pas souvent à résoudre qui nous empêchent d'y penser. C'est pour ça que Diem parle d'un formatage, en fait. Une façon vraiment de penser. Bala, Fabien, tu peux t'exprimer. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bala.
Je vous remercie déjà de ce que vous faites pour nous. Pour mon cas, par exemple, c'est depuis plus d'un an que je voulais apprendre à travailler sur les cryptos, mais je n'avais jamais eu une occasion. Bon, c'est par hasard que j'ai découvert les vidéos d'Elvis et ça m'a énormément fait plaisir de continuer à apprendre ce que j'avais déjà commencé sur Internet. Bon, ce que vous dites est pertinent. Les Africains ne rêvent pas beaucoup. Bon, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est de notre faute. C'est le milieu dans lequel nous sommes moulés qui conditionne aussi nos niveaux de pensée. Bon, c'est bien déjà d'éveiller les consciences. Cet éveil de conscience, je crois qu'elle portera de ses fruits à moyen terme. Donc le travail que vous faites n'y est pas pour rien, c'est une manière d'éveiller les consciences des gens et puis petit à petit, nous allons apprendre à réfléchir et à développer nos consciences. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà le travail que vous abattez est très intéressant. Petit à petit, vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens vont changer de comportement, les gens seront plus éveillés et c'est un atout. Merci. On le fait par passion en fait. Et parce que nous pensons que la meilleure chose, c'est de permettre aux gens de voir ce qu'ils n'avaient pas vu avant. C'est la meilleure chose en fait qui moi puisse m'arriver si au finish de ma carrière avec cette chaîne, je vois des personnes qui ont pu, au travers de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, arriver à un niveau qu'ils n'avaient jamais imaginé et qu'ils n'avaient jamais espéré dans leur vie. Moi, ce serait ma plus grande satisfaction en fait. Ok, s'il y a d'autres questions, d'autres façons, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. On a les experts ce soir. On a Elvis, on a Diem. Ils sont vraiment devoir répondre à ces questions-là. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Posez vos questions. Ok, je peux. Oui, vas-y. AFC2S. D'accord. D'abord, je m'excuse d'avoir introduit un autre sujet. Je n'ai pas regardé le thème d'aujourd'hui. Bon, je m'excuse. Maintenant, j'ai pris connaissance et j'ai quelques questions pour les leaders ici, s'il vous plaît. Alors, la première question, c'est concernant la question qui a été posée. Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux? Ça, c'est la première question que vous avez demandé de faire. Mais dans le développement, j'ai remarqué que vous avez dit de ne plus tenir compte de la deuxième question qui est comment avoir cela. Parce que les réponses seront énormes, du coup, on sera bloqué. Est-ce qu'il faut seulement se tenir compte de la première question pour pouvoir avoir un grand rêve? Ça, c'est ma première question à moi. Ok. Elvis, si tu permets, que je commence un peu par dire quelque chose. La réponse va peut-être faire rire. Mais dans ça, il y a tout. Oui, attends vraiment 3 minutes ou 5 minutes. Mais pour être heureux, il faut que tu sois heureux. C'est ça la réponse. Ça paraît ça. Ça paraît simple. Sois heureux, oui. Sois heureux sans rien. Ne te laisse pas conditionner par l'avoir ou ne pas de quelque chose. Et ça revient, c'est une chose que dit que c'est un thème complet. Quand je dis que la séquence, c'est être, faire et avoir. Le être, comme on dit, je suis d'abord heureux. Enfin, après, je fais quelque chose de façon naturelle, sans me rendre compte que je le fais. Et tu peux me le faire seulement par souhait, pas de pensées. Et puis, ça se matérialise par l'avoir. Être, faire et avoir.
C'est ça en fait. Commence par être heureux. Ne demande pas de rester chez toi, couché, croisé et dire que je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Essaie d'abord de comprendre ce mécanisme-là. Et quand tu comprends ce mécanisme-là, n'est-ce pas, hein, tu vas commencer par chercher à être heureux. Et dis pour tu te lèves le matin, souris devant un miroir. Et c'est ça qu'elle a dit. Quand il dit se mettre devant un miroir, souris, n'est-ce pas, même pendant, il dit 3 minutes par jour. Il a dit une semaine, il a dit même un mois. Fais-le de façon infinie même. Tu vas comprendre que tu ne t'attaches à rien. Tu seras heureux comme ça. Tu vas même boire l'eau, tu seras content. Et une fois que ce ressenti que tu as, n'est-ce pas, sera connecté à ta pensée, sera aussi connecté à ce que tu fais. Tu vas voir, tu vas te remarquer que tout ce qui t'arrive, tout ce qui se matérialise, te permet seulement d'être en connexion avec ton état sentimental. Quand les sentiments, c'est l'émotion, pas avec les femmes, etc. Sentimental, ça dit ton émotion. C'est ça en fait. Tout ce qui nous arrive, essaie seulement de représenter notre état d'être. Et pour contrôler ce qui peut nous arriver, essaie de contrôler ton état d'être. Et c'est pour ça qu'on essaie parfois de contrôler un peuple en leur faisant penser que c'est dur. Parce qu'on veut tuer ton génie, on veut tuer ton sentiment, on veut tuer ton âme. Et quand on le fait, tu ne peux pas te relever. Et c'est pour ça que parfois, lorsque tu rencontres quelqu'un qui est à peu près, il te pose 1, 2, 3 questions, il comprend qu'il n'est pas manipulé parce qu'il sait qu'il est prêt. Parce qu'il sait que tu es prêt. Il sait que tu as visé. Et je vais vous dire un truc que, bon, ça, c'est juste une parenthèse. Ici, parfois, en Occident, chez les Caucasiens, parfois, beaucoup de gens te posent la question de savoir, tu crois ou tu ne crois pas. Tu crois en Dieu ou pas. Ce n'est pas pour fustiger ceux qui croient en Dieu. À travers une réponse ici, là, parfois, c'est comme un peu, il peut t'avoir. Mais maintenant, derrière ça, il y a comment est-ce que tu matérialises un certain nombre de choses. Et comme tu as dit, comment faire pour être heureux? Commence par être heureux. C'est ça la réponse en fait. Et tu as posé, ma réponse peut savoir être bizarre, mais tu as posé une très bonne question. Je dis très, je peux même dire, c'est pour moi, hein, c'est la plus belle question de ce soir. Comment faire pour être heureux? Commence par être heureux. C'est ça la réponse. Ok, B-Service va réagir avant de nous quitter. Ouais, en fait, Diema, il a vraiment tout dit à ce sujet. Hein. Une personne qui n'est pas heureuse envers lui-même est un danger pour la société. Parce qu'il va essayer de transmettre toutes ses frustrations sur l'autre. Quand il va inviter quelqu'un, la personne ne va pas venir, il sera frustré et il va commencer à accuser, à dire « Oh, tu ne m'aimes pas, tu ne te soucies pas de moi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. » Par contre, si quelqu'un est en paix avec lui-même, ce qui arrive, bon, mauvais, ça n'affecte pas son être, ça n'affecte pas ce qu'il est, en fait. Et alors, une personne qui n'est pas en paix avec lui-même, avec elle-même, est un danger pour la société, en fait. Si on était dans une société où tout le monde était où chacun était en paix, heureux d'être lui-même, la société se porterait très bien parce qu'on a une société pleine de frustrés. On a une société de personnes qui essayent toujours de transposer leur mal-être et chercher les coupables au fait qu'ils ne soient pas heureux. Et quand on recherche les coupables à l'extérieur, alors on a déjà perdu l'essentiel. C'est pour ça qu'on dit une personne qui est leader est en réalité une personne qui est responsable de tout ce qui lui arrive, en bien comme en mal. Ça se passe bien, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi. Ça se passe mal, c'est à cause de moi ou bien c'est grâce à moi. Donc, essayez d'être au centre d'abord, ça ne veut pas dire être égoïste, mais être au centre d'abord et être heureux envers soi-même
est la chose qui permettra, qui vous donnera le plus qu'il vous faut pour aller encore vraiment plus loin et atteindre un certain niveau. Vous allez dire que, mais pourquoi est-ce que les gens qui sont riches là, avec tous les commentaires, tous les fustiges, tout ce qu'on dit sur eux concernant sur Internet et tout, est-ce que ça ne les affecte pas? Quel que soit ce qu'on va dire, il y aura toujours à dire, en fait, il y aura toujours à dire. Mais est-ce que vous allez donc vous laisser dominer par ce qu'on dit? Non. Non. Et la réponse de DM, ça paraît un peu, quand il dit, la réponse à comment faire pour être heureux, c'est d'être heureux. Ça paraît un peu comme une réponse qui a du mépris, pourtant c'est une réponse qui est pleine de sens. Être heureux, ça ne voudrait pas dire devoir posséder quelque chose avant d'être heureux, parce qu'une fois que vous allez posséder cela, il va vous manquer autre chose. Et alors vous ne serez jamais heureux, parce que vous serez toujours en quête permanente de quelque chose qui vous fera peut-être être heureuse. Il me faut une fille, c'est quand j'aurai une femme dans ma vie que je serai heureux. Tu prends une copine. Maintenant, elle a un défaut. Tu dis, si elle n'était pas un peu comme ça, c'est que je serais heureux. Tu essaies maintenant de l'améliorer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est assez difficile ce qu'on est en train de dire, comme DM le dit si bien. Les choses qui sont assez simples, qui paraissent vraiment simples, sont en réalité des choses vraiment complexes. Parce que comment on devient encore heureux avec soi-même? Comment on fait pour être heureux soi-même sans posséder tout cette chose dont on pense, dont on a besoin avant d'être heureux? Il faudrait déjà commencer par être reconnaissant. Reconnaissant même des plus petites choses que vous avez. Plus petites choses. Le simple fait que tu t'es levé, le simple fait que tu aies la parole, que tu peux parler, le simple fait que tu peux voir tes mains, écouter même ce qu'on est en train de dire, ce sont des choses qui sont petites et dont on ne se rend pas compte que ce sont des choses précieuses qu'on possède. Et c'est donc ça le rôle, le but des choses comme le yoga ou bien la méditation. Parce que la méditation te fait redécouvrir même les sens dans les moindres petites parties et infimes particules de ton corps. Essayer de voir et d'entendre, même de ressentir le sang circuler dans ses veines, c'est en réalité prendre conscience de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on vit la vie comme quelque chose d'inconscient et comme quelque chose qui est un fait. Et alors, tant qu'on ne prend pas conscience de ces petites choses-là, on va toujours penser que ce qu'on a ne vaut rien. Pourtant, ce qu'on a vaut déjà tout, en fait. Je vais embrayer sur ce que Elvis a dit. Et si vous remarquez un certain nombre de choses, comment je vais dire ça? Je me suis écouté au juste par hasard. Hein. Je ne sais pas si j'ai regardé sur mon téléphone avant de voir qu'il y avait un salon vocal aujourd'hui. Et remarquez bien un certain nombre de choses. Dans le groupe, nous sommes aujourd'hui, il y a 9 participants. Et si vous êtes là aujourd'hui, ceux qui sont connectés, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé sur ce salon vocal aujourd'hui. Je ne t'ai même pas préparé à expliquer ce genre de choses aujourd'hui. Je ne t'ai même pas préparé. Je n'ai même pas lu comment je vais dire, les commandes. J'ai répondu à la question de Elvis tout à l'heure, mais je n'ai même pas su qu'il y avait un salon vocal. Mais je dis, si aujourd'hui on est 9 et qu'on transmet le peu de choses que nous connaissons, c'est parce que quelque part, pour vous qui écoutez, il n'y a pas seulement la quête de comment investir dans les crypto-monnaies qui vous anime, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que, pour moi, vous bénéficiez de nos petites connaissances, je vais dire ça comme ça, qu'on peut partager avec vous ce soir. Et Elvis a dit un truc tout à l'heure qui est encore très pertinent, le mal ou le bien. Parce que parfois, vous ne savez même pas vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Quelqu'un peut rater un vol. Il se met à pleurer, pourtant c'est un vol qui n'est pas craché. Quelqu'un peut faire un investissement, ça ne marche pas, pourtant c'est un investissement qui pouvait parfois gagner et que demain vient l'agresser. Donc, et il a dit ce qui est important, que
Ne conditionnez pas votre façon, vous ne conditionnez pas votre façon d'être heureux. Soyez simplement heureux. C'est pour ça que je dis, la réponse peut être bizarre. Mais je dis, c'est ça la réponse. Sois heureux. Je dis même pour rien, sois heureux. Parce que si tu conditionnes tes sentiments, une fois qu'on te dit cette chose, etc., tes émotions partent. Et ça, c'est la pire des mauvaises choses. C'est ça qu'on nous a enseigné pendant des années. Le fait de conditionner nos émotions. Quand tu manges le riz sauce tomate le 25 décembre, tu es heureux. Une fois que c'est fini, tu attends encore un an avant d'être heureux. Quand tu manges le poisson, tu es heureux. C'est ça dans beaucoup de familles en Afrique. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais c'est ça qui nous contrôle. Quand on nous fait souffrir, on pense que boire une bergère, c'est la fin du monde. Quand on pense que prendre du chocolat, boire un jus, c'est l'extase. Non. Ne conditionnez à jamais votre état émotionnel. Soyez-le simplement. Même si on vous arrache tout. Ça revient à l'image que Taleu avait expliqué. Et l'image dont vous parlez de Elvis, tu as pu, je n'ai pas encore vu ça. J'aimerais juste la partage pour que je puisse voir un peu de quoi il s'agit. Et quand je reviens sur l'image de Taleu, elle est parleur. Parce que je pense que ceux qui étaient là peuvent bien comprendre mon explication aujourd'hui. Je ne conditionne pas mes sentiments par le fait d'avoir beaucoup d'argent, par le fait d'avoir beaucoup de livres, par le fait d'avoir beaucoup de livres et d'argent. Mais je sais juste une chose. Une fois qu'on me laisse ma tête, j'ai tout ce que je peux avoir. C'est tout. Laissez-moi juste ma tête. C'est le plus important. Laissez-moi juste ma tête. Ma faculté de penser. Et une fois que je peux penser, je peux agir sur mes émotions, je peux agir sur le faire. Parce que le penser, c'est le faire, c'est le être. El cogito. Et quand on contrôle, tu dis? El cogito. Cogito ergo sum. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Cogito ergo sum. Voilà. Je pense. Tout à fait. Tout à fait. Laissez-moi juste ma tête. Le reste là, partez avec. Il y a des jours où tu lèves, tu as perdu de l'argent. Tu manges, etc. Tu as peut-être 100 euros. Tu ne sais pas où tu as mis, etc. Mais tu n'y penses même pas. Tu n'y penses même pas. C'est parti, c'est parti. Il y a des jours où tu es là comme ça, etc. Tu es là, tu es pas à l'aise, ça arrive. Hein. Quand on vous dit, c'est un travail perpétuel. Il y a des jours où on se sent mal. Croyez-moi. Elvis ne me dira pas le contraire. Il y a des jours où c'est dur. Qu'il faut que tu te battes. Que tu partes rouvrir un certain nombre de livres pour relire et tu dis, mais attends, non, là je me suis un peu perdu, là je me suis écarté. Et c'est ça qu'il appelle déconstruction, construction, déconstruction, construction. C'est un travail perpétuel. Et je vous assure, ce n'est pas facile. Quand vous allez commencer à comprendre, vous allez dire que, eh mon Dieu, on nous a tués. Et c'est là que vous allez comprendre que vous êtes vraiment né. Je vous assure. Moi, je vous assure, j'ai commencé à... Pour moi, j'ai commencé à... Ma date de naissance, moi, c'est quand j'avais 18 ans. Quand j'ai commencé à commencer ces choses-là, rien n'est universitaire. Parce que quand vous allez nager dans ça, et c'est pour ça que quand vous voyez des gens qui ont l'expérience, on les appelle les sages. Pourquoi? Il va te dire, tu vas dire que il ne comprend pas. C'est dans 20 ans que tu vas comprendre pourquoi il te disait ça. Parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont compris que le matériel, il faut se concentrer sur le ressenti, sur l'être. Pour être heureux, sois heureux. Ne conditionne pas ça par il me faut avoir ci, il me faut avoir ça. Non, non. Sois juste heureux. Et puis, laisse-toi emporter par les merveilles de l'univers. Je peux juste conclure en disant ça. All right. Comme DM disait récemment, quand on parle de mindset, c'est un mot aussi petit, mais c'est un mot aussi complexe. Et alors, ce qu'on a partagé aujourd'hui, ça vous permet déjà de comprendre un peu ce qu'il faut
à l'intérieur de votre cerveau, de votre esprit interne, pour pouvoir aspirer à un niveau dans la société où plusieurs personnes ne peuvent pas accéder parce qu'ils ont un niveau de pensée qui est vraiment au niveau bas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à l'école que cette personne est destinée à être plus élevée dans la société. Non, pas du tout. Et justement, on est en train de penser que l'école, c'est ce qui apprend l'intelligence. C'est faux. C'est totalement faux. L'école, c'est justement un moyen de mesure, c'est juste un moyen de mesure qui a été fixé. Et on ne peut donc pas mesurer tout le monde avec le même outil, avec le même instrument. Et c'est ce que Einstein disait. Apprenez comment est-ce qu'on peut évaluer un poisson à sa capacité à grimper dans l'arbre. Pourtant, il est très bon à la nage. Mais comment on fait donc pour permettre à ceux qui ne sont pas passés dans cette mesurette-là de pouvoir également être des personnes qui s'affirment? C'est justement à ces personnes d'avoir des pensées autres que le monde, autres que ce socle classique dont on est en train de vouloir façonner la société avec le même moule, alors que tout le monde ne peut pas passer par le même moule en fait. C'est un peu comme si on allait au marché et on disait que tout le monde doit porter la chaussure 38, taille 38. On ne fabrique pas deux paires de chaussures, on ne fabrique pas deux types de chaussures, on ne fabrique que la pointure 38. Quand ton pied n'entre pas dans la chaussure 38, on coupe ton pied. On coupe ton pied pour qu'on arrange ton pied, on rabote pour que ça entre dans la chaussure 38. Parce que c'est la seule chaussure qu'il y a sur le marché. Et c'est comme ça que la chaussure était à l'époque. À l'époque de la création de la chaussure, c'était le cordonnier qui créait sa chaussure et voulait que les gens qui s'adaptent à la chaussure qu'il créait. Et il y avait deux pieds gauches. Il n'y avait pas deux pieds droits. Il n'y avait pas un pied gauche, un pied droit. Non. Il y avait c'était la même forme. Et quand aujourd'hui, c'est évident et trivial pour vous qu'on ait les chaussures avec un pied gauche différent, avec une forme qui ressemble un peu à notre pied, ça paraît évident que ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est la même chose donc avec la pensée, avec l'éducation, avec ce cercle restreint de personnes qui aspirent à des choses dont ils pensent intérieurement. Donc, je vais m'arrêter là. Bonne soirée à vous. Et je vous laisse continuer. Ok, merci Elvis pour ce partage très riche. Et je crois que malgré le peu de personnes qui ont participé, les gens vont écouter ce salon vocal. Demain, tu vas certainement publier. Je pense que on a appris, tellement aujourd'hui. Tellement. Et ce n'est pas par hasard qu'on s'est retrouvés là ce soir. Donc, je crois que c'était vraiment hyper enrichissant ce soir. Et merci vraiment d'avoir sacrifié de ton temps une fois de plus pour être avec nous ce soir. Mais déjà, merci encore. Merci infiniment. Moi-même, je dis merci beaucoup. Merci. Avec des exemples donnés vraiment, Elvis, ça revient et ça me met parce qu'une fois je discutais, je crois que c'est toujours dans ce salon où on discutait des bases et du formatage qu'on a fait dans l'éducation, le système éducatif, où on a fait croire aux gens que apprendre dans ce système, c'était devenir un as dans le monde. Alors qu'on a des exemples avec les dernières phrases que tu venais de donner, on a un exemple palpable. Est-ce que Ngannou, en fait je cite Ngannou parce que c'est lui la star du moment. Est-ce que Ngannou a fait ce système? Mais il s'est mis, il a appris quelque chose et aujourd'hui on en parle de lui, il est déjà l'exemple de plusieurs dans le monde. Vraiment, une fois de plus, merci et vraiment continuer dans cette lancée avec DM. Aujourd'hui, c'était vraiment enrichissant
je vais encore réécouter et encore écouter parce que vraiment aujourd'hui là, ce n'était même pas, on ne peut pas dire qu'on était dans le domaine de l'investissement, mais c'était dans de l'investissement financier, mais c'était plus dans le domaine de l'investissement moral. En fait, je ne sais pas comment m'exprimer à ce niveau, mais vraiment, coup de chapeau à vous. Merci, merci DM, merci pour ton temps. Comme tu l'as si bien dit, moi-même quand je venais dans le vocal, je ne savais pas ce que j'allais aborder aujourd'hui. Et voilà, on s'est retrouvés là à parler et c'était très très enrichissant et fort intéressant. J'espère que ça va aider les uns et les autres à grandir un peu plus dans ce niveau de pensée là, qui fait en sorte que c'est le chemin vraiment réservé aux personnes qui atteignent un certain niveau dans cette société. Quand on voit des personnes comme Elon Musk, si on voit dans les exemples des personnes qui ont fait la société, ce ne sont pas les personnes qui sont allées loin dans les études. Pas du tout. Il y a très peu. Parce que l'étude, ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas l'essence même de ce qui va permettre à quelqu'un d'arriver plus loin. Ce n'est pas ça. Si c'était le cas, c'est que Elon Musk n'est pas où il est, c'est que Mark Zuckerberg n'est pas où il est, Bill Gates pareil. Citez-moi des exemples. Donnez-moi des personnes qui sont au top là et qui ont vraiment poussé avec les études. Paul Biya. Il a fait la licence. Il s'est arrêté à la licence. Talon. Non, je plaisante en fait. Je plaisante, tout le monde comprend en fait. Non, pour être considéré comme une personne qui a réellement réussi, il faut déjà posséder des millions de dollars. Ceux qui ont plutôt possédé les études sont ceux qui estiment avoir le savoir, mais n'ont pas su mettre ce savoir à contribution pour arriver. Mais en fait, tout dépend de l'objectif et de leur conception d'être heureux. Peut-être qu'ils sont heureux au niveau où ils sont en fait. Bon, ça dépend. On peut répondre à ces questions-là de plusieurs manières. Quand moi je parle même de personnes qui ont atteint un certain niveau, moi je parle des personnes qui ont vraiment impacté de façon positive les vies. Vous n'allez pas me prendre les exemples, vous n'allez pas me citer notre président comme un exemple. Parce que quand on dit les gens qui ont impacté les vies, les générations et qui ont créé des choses dont on est en train et on est fier aujourd'hui, dont on parle à suffisance, essayez de me citer des personnes avec un background vraiment assez costaud. Il y en a très peu. Très peu. Justement parce que le système est fait pour mouler les personnes dans un type de pensée. Et les personnes qui sortent de ce chemin-là sont des personnes qui excellent. Et c'est pour ça qu'on dit du côté des États-Unis, think out of the box. Pensez hors de la boîte. Parce que la boîte, c'est ce que la société est en train de mouler. Et voudrait que tout le monde soit moulé de cette façon. Parce que c'est facile de diriger des personnes qui pensent de la même façon, qui sont dans un même moule. Ça, c'est vrai. Tout à fait, Elvis. Ghislain, il a dit penser hors de la boîte, regarder aussi hors du cadre. Tant qu'on serait ce que je vais toujours revenir sur ton image là. Pensez hors de la, regardez hors du cadre. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous montre. Dépassez ça. Soyez fou. Soyez fou. Et je vous aussi dire que tout à l'heure, j'avais un truc très important à faire. Je vous assure, je suis très très content d'avoir partagé le peu de ce que je sais avec vous ce soir. Vraiment. Mais après moi, il est 20h ici, moi après je vais aussi aller dormir parce que ce que j'avais à faire, je vais le faire même peut-être demain ou après-demain. Mais quand on partage, on est aussi heureux. On est aussi heureux. Croyez-moi. Parfois on le dit, mais moi je suis content d'avoir apporté ma petite contribution. Et c'est ça, être heureux. C'est ça, être heureux. En fait.
Super. Donc, c'était un plaisir partagé, je veux dire. Bon, les amis, moi, je vous laisse. Il est 2 heures ici. Ciao, 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 ciao. Portez-vous bien. Bonne soirée. Ok, pas Elvis, à demain, à demain. Ok, DM, vraiment, aujourd'hui, je comprends maintenant ta pensée sur la photo. L'image que Charles avait publié dernièrement, en fait, j'étais un peu contre toi par rapport à la position que tu avais prise. Mais aujourd'hui, je comprends mieux ta position et vraiment, je te tire un coup de chapeau avec tout ce que tu as avec le développement d'aujourd'hui aussi. Je suis un peu armé, je suis mieux armé maintenant. Merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci. Et moi, j'avais dit, comme j'ai dit, je comprends ceux qui ne comprennent pas, en fait, ce développement. Il faut juste du temps. Et je m'étais dit ce jour-là que je reviendrai à chaque fois sur ça parce que je sais que ce n'était pas facile. Et quand je dis que j'ai mis 16 ans pour comprendre, pour être en train de comprendre, comprenez-moi la différence de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que j'ai 16 ans pour comprendre quelque chose. J'ai dit, j'ai mis du temps pour être en train de comprendre. Quand je dis que je suis en train de comprendre, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, et je sais que je ne peux pas aussi expliquer comme ça en 30 minutes, en une soirée, et qu'on va comprendre. Non, je sais qu'il faut du temps. Et si vous voyez bien parfois dans mes interventions, je dis bien rarement, je dis que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Parce que même d'un point de vue que quelqu'un explique et que je n'avais pas pensé, il y a toujours un peu de l'enseignement dans ça. Parce que dans ce que l'autre dit, je vois qu'on peut aussi penser d'une autre façon. Et ça m'apporte un plus. Et donc je dis, mais je comprends que les gens n'ont pas compris cette façon de voir. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Même moi, si vous m'avez posé cette question il y a de cela peut-être 16 ans, je vous aurais dit que je prenais le numéro. C'est celui qui était sur l'argent là. Je n'aurais même pas réfléchi. C'est-à-dire que je pense que je suis l'état de d'argent. Et quand tu avances, quand on avance, tu comprends que nos yeux sont des marionnettes. Nos yeux sont des marionnettes. Il faut dépasser la boîte. Il faut regarder en dehors du cadre. N'ayons pas de limites. Soyons fous. Soyons fous. Ouais, je viens de voir que Caroline et Yerim s'est connectés. Pourtant, je pense qu'elle a bien aussi voulu écouter ce développement qu'on a eu à faire aujourd'hui. Bonsoir, elle. Bonsoir, bonsoir, Caroline. En fait, elle vient d'arriver. C'était le mail encore de cette année. Donc, en fait, merci pour votre participation. S'il y a encore des questions, on peut les poser. Mais sinon, on a vraiment épuisé de long en large cette thématique ce soir sur le mindset et aussi sur l'état d'esprit qu'on devra adopter, n'est-ce pas, pour pouvoir s'épanouir dans l'investissement. Donc, vraiment, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à réécouter le salon qui s'est déroulé ce soir